Pour la 3e année, l'association Culture Égalité organise des actions dans le cadre de commémorer l'insurrection du Sud et surtout en mettant en lumière Lumina Sophie, une des insurgées la plus active de cette insurrection. Alors, si peu à peu le nom de Lumina s'inscrit dans les mémoires, il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle soit connue. Néanmoins, ce qui nous a interpellés cette année, c'est que nous nous sommes rendus compte que les jeunes, les scolaires, les jeunes, ne s'intéressaient pas finalement à l'histoire de la Martinique. Nos manifestations n'emmènent pas beaucoup de jeunes, à part les enfants qui viennent avec leur papa-maman. Donc, notre ambition à nous, Culture Égalité, c'est d'amener le plus grand nombre à s'intéresser aux femmes qui ont marqué l'histoire de la Martinique et de la Caraïbe, dont beaucoup sont inconnus. C'est en ce sens que nous avons retenu d'associer à Lumina Sophie des Caribéennes qui, comme elles, se sont engagées et ont résisté aux oppressions. Alors après Toto Vicente l'année dernière et Suzanne Césaire, nous avons retenu de sortir de l'ombre Flore Gaillard, Maronne de Saint-Lucie. Cette année, nous avons retenu de commémorer l'insurrection du Sud en mettant l'accent sur la notion de l'engagement, avec 3 actions fortes. Cette conférence, qui est animée par Gilbert Bagot, qui nous parlera de Lumina, une figure de l'engagement des femmes dans les luttes sociales en Martinique, animée aussi par Caroline Coucou, qui va nous présenter Flore Gaillard, femme marronne et de Sainte-Lucie. C'est la première manifestation. La seconde manifestation, c'est la marche, dimanche 18 à Rivière-Pilote, sur les traces de Lumina. On vous donnera un peu plus d'informations en fin de conférence. Et puis, nous avions aussi pensé qu'il était important d'intégrer les scolaires dans cette démarche, dans cette reconnaissance de la vie de ces femmes. Donc, nous avons effectivement été interpellé un certain nombre de collèges. Mais le problème, c'est que la date, elle est un peu proche de la rentrée et que les aléas de la rentrée font que, c'est vrai que, et puis avec la réforme du collège, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'aléas qui faisaient que ce n'était pas possible cette année. Néanmoins, nous avons retenu que cette année 2016-2017, c'est l'année aussi qui va préparer à nos commémorations de septembre 2017. On a mis effectivement cette manifestation sous la notion de l'engagement parce que, vous le verrez, ces femmes dont on va parler ce soir, elles nous ont donné l'exemple et elles ont ouvert la voie, elles se sont rebellées face aux injustices et je pense que c'est des leçons de vie qui devraient nous permettre à nous, femmes et hommes d'aujourd'hui, de se dire que les choses, de sortir de la fatalité. Alors nous tenons particulièrement à remercier la ville de Saint-Luce qui nous a permis d'organiser cette conférence ce soir. C'est un partenaire intéressant pour nous. De remercier aussi Caroline et Gilbert par le travail de recherche que nous leur avons demandé, parce que c'est quand même du travail et du temps qu'ils nous ont accordé. De remercier Laurent Valère parce que la rencontre avec Laurent nous a permis aussi de nous dire oui, c'est Flore Gaillard. C'est vraiment d'elle qu'il faut parler parce qu'il nous a communiqué la passion que lui-même, il va en parler lui-même, a pour cette femme. Et puis, vous remerciez vous d'être venu. C'est vrai, 6 heures, c'est tôt, ça après une journée de travail. Merci d'être venu et de partager avec nous cette conférence. Voilà. Je passe donc la parole. C'est Julien qui commence. Je passe la parole à Julien. Oui. Alors bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Bon, là, je suis heureux et un petit peu intimidé de parler devant vous, mais nous allons aborder ce sujet. On m'a demandé de parler de Lumina Sophie. Je vais en parler à la fois parce qu'il faut parler de la personne, du personnage, ce qu'on connaît d'elle, et puis
je vais parler aussi du contexte et des gens qui ont lutté autour d'elle. Alors on connaît Lumina Sophie comme ça, au départ, parce qu'elle a été une des femmes qui ont mené ce qu'on appelle l'insurrection du sud de la Martinique en 1870. Ça fait donc 146 ans, d'ailleurs dans 4 ans, ça va être le 150e anniversaire de cette insurrection. Je voudrais dire une deuxième chose, c'est que l'insurrection du sud de la Martinique, c'est la plus grosse insurrection qui ait jamais eu lieu en Martinique et dans toute l'histoire de la Martinique. Pourtant, c'est une page d'histoire que les gens ont beaucoup oublié. Je voudrais ajouter aussi encore un autre point, c'est que dans cette insurrection, il y a eu une part extraordinaire des femmes dans l'insurrection. Et ça, pendant longtemps, on l'a caché. Mais en fait, il est prouvé dans tous les mouvements que lorsque il n'y a pas un engagement fort des femmes, eh bien, le mouvement social lui-même n'a pas le même dynamisme qu'il pourrait avoir, parce que lorsque les femmes sont présentes et sont largement impliquées dans le mouvement, eh bien, vous avez affaire à un mouvement social, à une crise qui atteint un degré paroxysmique, c'est-à-dire qui permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est important de parler d'elle. C'est important aussi de savoir que dans cette insurrection, avant de venir à Lumina Sophie, que si on a retenu le nom de Lumina Sophie, on peut retenir le nom au moins d'une dizaine de femmes qui ont joué un rôle important dans cette insurrection. On peut retenir le nom de Rosalie Soleil, on peut retenir le nom de Madeleine Clem, on peut retenir le nom d'Adèle Négrand, on peut retenir le nom de Maria Bouchon, on peut retenir le nom d'Asténie Boissonnet, on peut retenir d'autres noms encore de femmes dont je parlerai tout à l'heure. Mais pourquoi c'est Lumina Sophie qui est la plus connue, du moins dans un certain sens au début, parce que lorsqu'il y a eu les rapports de gendarmerie, les rapports de police, et même le rapport du gouverneur, qui s'appelait Manché de Loine, il avait dit de Lumina Sophie qu'elle avait été la flamme de la révolte, et que c'est elle qui a fait que l'insurrection a dégénéré de cette manière. Alors, je vais vous parler de cette femme et de l'insurrection. Alors, qui est Lumina Sophie? Lumina Sophie naît en 1848. C'est intéressant d'avoir cette date, parce que 1848, c'est exactement l'année de l'abolition de l'esclavage. C'est l'année où l'esclavage disparaît à la Martinique. Elle naît le 5 novembre 1848, c'est-à-dire que si on remonte rapidement le temps, les 8 mois précédents, c'est-à-dire qu'elle a été conçue au moment du carnaval de 1848, à peu près. Et à ce moment-là, la Martinique connaissait encore l'esclavage et ne savait pas que l'esclavage allait disparaître. On dit d'ailleurs que c'est parce qu'elle naît comme ça, en 1848, elle est conçue au moment de l'esclavage, mais au moment où elle naît, l'esclavage est aboli. On dit que ça a été une surprise. D'ailleurs, c'est le nom qu'on lui donne, Lumina Sophie, dite surprise. Son petit nom, c'est surprise. Deuxièmement, elle s'appelle Lumina Sophie. Alors, c'est comme disait partout, Lumina Sophie. Bon, moi j'ai cherché dans tous les Sophies qui existaient à la Martinique, les familles Sophie, parce qu'il y a des familles Sophie. Mais je ne suis pas arrivé à trouver. Je ne suis pas arrivé à trouver de lien en fonction de tous les papiers. Alors j'ai cherché un petit peu dans les archives nationales, j'ai cherché, et puis j'ai cherché dans les papiers du bagne de Cayenne, parce qu'elle a été bagnarde. Nous allons en reparler tout à l'heure. Et lorsque j'ai voulu aller dans ces papiers, à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai eu l'autre genre de quelqu'un qui était directrice, enfin,
de l'agence de l'MPE à Saint-Laurent-du-Maroni, on m'a introduit dans la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, et dans les sous-sols, il y a une pièce à peu près qui fait le quart de celle-ci, où il y a des masses de papier entassés, parce que ce sont les papiers des archives du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, et tout ça est là avec il y avait beaucoup d'humidité, etc. Et je cherchais un petit peu comment trouver les traces de luminosité. Et alors, j'ai cherché, alors naturellement, nous avons des techniques de recherche. J'ai cherché d'abord dans les registres, comme je savais qu'elle avait été au bagne dans les années 70 et qu'elle était morte en 79. Bon, mais j'ai cherché un petit peu tous les papiers, je ne trouvais pas grand-chose et je ne trouvais pas de Sophie, de toute façon, dans les papiers. Alors j'ai cherché dans les registres de mariage, parce qu'on avait marié les gens. Et là, grande chance, je tombe sur des listes de gens qui se sont mariés et je vois que tous ces gens-là sont nés à Rivière-Pilote, à Saint-Plus ou au Marin, et qu'ils sont condamnés là au bail. Et donc je reprends des recherches que j'avais faites déjà depuis longtemps, et je vois que ce sont des insurgés du bail. Ce sont des insurgés du bail, évidemment. Bon, je cherche donc dans les registres de mariage, et je cherche tous les mariages, et je tombe sur une dame qui s'appelle Marie-Philomène Roctus, dite Lumina Sophie, dite surprise. Donc j'avais trouvé, enfin, ce n'était donc pas Madame Sophie, c'était Madame Roctus. Ayant trouvé donc ce nom, Roctus, je suis revenu en Martinique sur les registres d'individualité. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les registres d'individualité. Ce sont les registres qui, après 1848, ont servi à donner des noms aux esclaves. On leur a donné des noms. Et sur les registres d'individualité, en fouillant bien, j'ai trouvé des Roctus. Et j'ai trouvé les Roctus du Vauclin. Donc, contrairement à ce qu'on avait dit, elle n'était pas de Rivière-Pilote, mais elle était du Vauclin. Et donc je retrouve donc le registre du Vauclin. Je retrouve que cette dame, que les Roctus ont pris le nom en 1848, mais qu'elle, on ne la trouve pas dans les registres d'esclaves. Elle n'est pas née esclave. Elle est née libre, mais elle n'a pas encore de nom. Donc elle naît, on l'appelle Sophie, Lumina Sophie, mais elle n'a pas de nom. Elle n'a son nom qu'en 1849, en avril 1849, et je retrouve donc par conséquent la personne qui est sa mère. Et la personne qui est sa mère, eh bien, c'est Zulma Sophie. Et Zulma Sophie, je cherche, je trouve donc les noms encore, et après Zulma Sophie, je trouve la mère de Zulma Sophie, qui est, le nom ne me vient pas, mais peu importe, la grand-mère, qui elle-même s'appelle, elle aussi, Reine Sophie. Voilà, le nom Reine Sophie. Donc ça fait 3 Sophies. Alors en fait, pourquoi? Eh bien parce que les esclaves, on les appelait par leur prénom. Et en général, lorsque on essaie, eh bien, il y avait Sophie, et puis quand il y avait l'enfant de Sophie, eh bien, comme on dit en créole ici, on dit c'est Sophie, Ti Sophie. Alors donc il y avait Ti Sophie, et puis après il y avait Ti Sophie, c'est-à-dire les enfants de Sophie. Lorsqu'on apporte, on a le prénom de... Ça existe encore, hein. Ça a disparu, mais jusqu'à maintenant, ça existe, les gens qui donnent les... Alors c'est quoi cette famille? Parce qu'il faut que je laisse Caroline parler quand même. Et c'est quoi cette famille? Mais c'est une famille d'esclaves. Et là j'ai retrouvé, alors je ne vais pas vous raconter comment j'ai retrouvé, mais c'est un travail qui a duré des années et des années. J'ai retrouvé qu'ils sont nés sur une habitation qui s'appelle l'habitation Labrou. Et cette habitation Labrou, c'est vers le Vauclin, l'habitation Labrou. J'ai même découvert que cette habitation, c'était assez marrant, c'est la famille de quelqu'un que je connais bien, hein,
C'était des esclavagistes. Et j'ai retrouvé donc cela, et c'était intéressant parce que finalement j'ai pu avoir un certain nombre d'éléments. Alors, elles sont esclaves. Après l'abolition de 1848, ils vont avoir ce qu'on appelle un contrat d'association. Et là aussi, avec une chance extraordinaire, j'ai retrouvé le contrat d'association d'habitation là-bas, qui était déposé chez un notaire qui se trouvait au Marin, le docteur Esch, le notaire Esch. Et dans ce contrat d'association, on a la liste de tous les esclaves, et y compris de tous les esclaves qui participent à ce contrat d'association, dont les oncles, dont la mère de Lumina Sophie. J'ai retrouvé ça. Ça, c'est intéressant. Et le contrat, avec tous les éléments du contrat, il y a 7 pages, tout ce qu'on leur demande de faire. Ça aussi, c'est intéressant. Et avec la description de ce qu'ils ont comme case, ce qu'ils ont comme terre, etc., ce qu'on leur met à disposition. Ce qui permet de comprendre comment elle a vécu, comment elle a mené son enfance. Et donc, avec toute cette description, j'ai pu retrouver, en plus, en allant après sur le terrain, tout le parcours de Lumina Sophie, depuis l'habitation d'Abrou, jusqu'au moment où ses parents, au bout de quelques années, lorsque les propriétaires vont vendre la terre, qui va être achetée d'ailleurs par quelqu'un de Rivière-Pilote, un gros désormeau, c'est un gros désormeau qui achète la terre. Après, cette terre va être vendue aux Asselins de Beauville, et puis après, les Asselins de Beauville vont les vendre aux Arnaud, mais tout ça, c'est la même bande. On retrouve un petit peu tout cela. Eh bien, on va donc retrouver un petit peu toute l'histoire de cette famille. Et elle fuit avec sa mère l'habitation d'Abrou. Elle va déserter vers le nord, vers un quartier qu'on appelle Josso. Tout au nord, c'est un quartier qui surplombe le Vauclin. Lorsque vous faites cette route qui va, comment appelle-t-on ça? On fait des courses de voiture là, comment on appelle ce quartier? Montraquette qui descend jusqu'à Pérou. Vous avez donc tout cela. Vous avez toute la région. Et d'ailleurs, vous retrouvez dans les familles qui habitent le quartier, les vieilles familles qui habitent le quartier, vous retrouvez tous les jeunes quartiers. J'ai retrouvé à Josso des Arnaud, par exemple, massivement, qui sont là, etc. Il y en a d'ailleurs dans la salle qui vous regardent. Et alors, vous avez donc toute l'histoire de... C'est donc une ouvrière agricole. C'est une ouvrière agricole, mais sa mère veut qu'elle se sorte de l'esclavage et du passé esclavagiste. Et parce que comme sa mère veut cela, on lui apprend le métier de couturière. Elle devient couturière. Et elle est couturière et en même temps, elle est ouvrière agricole avec sa mère. Elle va vendre ses produits à Josso et au bout de Rivière-Pilote. Parce que si vous connaissez bien la région, lorsque vous habitez Josso, même si le haut de Montraquette fait partie du Vauclin, eh bien, les gens sont plus près de Josso ou du bourg de Rivière-Pilote que du bourg du Vauclin. Donc ces gens-là, en fait, vivent beaucoup plus sur la Rivière-Pilote et beaucoup plus sur Josso. Et c'est pour cela qu'on la retrouve beaucoup à Josso et à Rivière-Pilote, et y compris dans l'insurrection à Rivière-Pilote, au point que pendant longtemps les gens ont dit quelle était le Rivière-Pilote, mais elle n'était pas de Rivière-Pilote, elle était du Vauclin, si on regarde bien les choses importantes. Ça, c'est la partie de CPS. Le deuxième élément, c'est que ouvrière agricole, mais là je vais passer très rapidement dessus, je peux vous donner un petit conseil si vous voulez en connaître plus. Il y a un livre là qui est écrit sur elle qui s'appelle Lumina Sophie, dite surprise. Je ne fais pas de publicité pour l'auteur, mais je crois que le livre dit des choses intéressantes. Donc, on peut le regarder.
arrivé à une situation, alors je vais résumer très rapidement, avant qu'on arrive à l'insurrection, et que je donne la parole à Caroline. Caroline, si je suis trop long, tu m'interromps. Ce qui se passe, c'est qu'on a obtenu l'abolition de l'esclavage en 1848. Et beaucoup de gens ont pensé que l'abolition de l'esclavage, ça signifiait la fin de l'inégalité, ça signifiait la promotion, ça signifiait la culture, ça signifiait l'école gratuite et laïque, parce qu'à l'époque, l'école laïque existait déjà, l'école gratuite, en 1848, ça signifiait une promotion, une grande promotion sociale. Or, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a des changements de régime en France, et puisqu'il y a changement de régime, eh bien, la première chose que l'on fait, on dit, bon, les anciens esclaves, eh bien, de toute façon, on a besoin d'eux pour cultiver la canne, ça ne sert à rien, parce qu'il aille à l'école. Et curieusement, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 46, 47, et puis enfin 48 ou 49, eh bien, il y a eu moins d'écoles ouvertes après que pendant les quelques années avant l'abolition de l'esclavage. Au point qu'on arrive en 1870 avec une situation quand même assez exceptionnelle. Il y a plus d'analphabètes en 1870 en Martinique qu'en 1848. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà un premier élément qui est extrêmement grave pour la population. Deuxième élément, c'est qu'on introduit dans la justice, on introduit une distinction entre lorsque vous êtes blanc et colon, etc., vous êtes jugé d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes condamné à 4 ou 5 ans de prison, eh bien, vous faites vos 5 ans de prison en Martinique. Mais si vous êtes ancien esclave ou libre de couleur, ancien libre de couleur, si vous avez 5 ans de condamnation, vous êtes envoyé en Guyane, au bain. Donc, discrimination extrêmement importante. En outre, au tribunal, les jurés sont tous des jurés qui sont sur cette position. C'est-à-dire que ce sont des blancs qui sont sur la position de vous envoyer en Guyane. Alors ça, c'est encore un élément important. Autre élément, eh bien, comme on a besoin d'argent pour le Conseil général qui a été créé à l'époque et que le Conseil général bénéficie de ce qu'on appelle l'autonomie financière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention venant du gouvernement central, c'est au Conseil général sur place de faire ses propres recettes pour pouvoir assumer ses propres dépenses. Donc c'est une autonomie financière. Et cette autonomie financière, on crée des impôts. Et bien on va créer un impôt spécial qu'on appelle l'impôt personnel et qui ne pèse que sur tous ceux qui avaient été esclaves. Pas sur le reste de la population, mais sur tous ceux qui avaient été esclaves. Ça, c'est encore un autre élément. Autre élément important, les libres de couleur, les mulâtres, ceux qui avaient espéré qu'en 1848, au moment où on établit la République et au moment où on établit le suffrage universel masculin, c'est-à-dire le droit de vote pour les hommes, ceux qui avaient espéré pouvoir voter, eh bien on supprime le suffrage universel pour les colonies. On le supprime en France aussi avec Napoléon III, mais on le supprime complètement pour les colonies. Et le Conseil général est désigné par des gens qui sont approuvés par le gouverneur. Et c'est le gouverneur qui désigne ces gens, et ce sont des gens nommés donc par le pouvoir. Donc il n'y a pas de démocratie qui existe. Ce qui fait qu'il y a un mécontentement terrible. Mais le mécontentement, les deux autres éléments de mécontentement extrêmement importants, c'est ce qu'on fait par rapport aux travailleurs. Les anciens esclaves, on ne peut pas dire qu'on a rétabli l'esclavage, puisque l'esclavage est aboli, mais on va établir ce qu'on appelle le travail, sinon forcé, mais le travail régulier. Et comment il l'appelle ce travail régulier? Par exemple, vous habitez
de Saint-Plus, vous voulez aller au Marin, eh bien vous devez obtenir de votre patron un papier qui montre qu'il vous a donné l'autorisation d'aller au Marin. Alors ça s'appelle un passeport de circulation. Un passeport de circulation. C'est-à-dire qu'en gros, si on vous interdit de vous déplacer, vous êtes obligé de rester travailler dans la commune. Ça, c'est une première chose. Et puis si vous refusez, eh bien, on vous envoie dans ce qu'on appelle un camp un atelier de discipline. Cet atelier de discipline, on envoie ça en plein dans les pitons du Carbet, sur la route de Balata, dans un coin qui est en pleine forêt, au pied des pitons. D'ailleurs, ce coin deviendra plus tard ce qu'on appelle le camp militaire de Balata. Et ce camp militaire de Balata, aujourd'hui, existe, mais à l'époque, c'était un atelier de discipline pour les femmes qui étaient rétives. Et pourquoi elles étaient rétives, ces femmes? Parce que beaucoup d'entre elles, refusant d'aller couper la canne, mais voulant plutôt faire des poteries, faire de la vannerie, faire des choses, aller les vendre, etc., eh bien, on leur disait qu'elles préféraient faire cet argent pour se payer des bijoux, etc., au lieu de faire progresser l'économie du pays. Donc, on interdit ça. Et il y a un arrêté qui est pris par quelqu'un qui s'appelle l'amiral de Guédon. Il y a d'ailleurs une avenue de l'amiral de Guédon en Fort-de-France. Il y a même une grande fontaine, qui est la fontaine Guédon en Fort-de-France, etc. C'est un arrêté qui fait 82 articles. 82 articles, c'est plus que le Code noir. Le Code noir en avait 59. Il y a 82 articles, mais 82 articles répressifs. Au point, bon, on ne va pas raconter tout ça ici ce soir, mais c'est pour vous dire qu'il y a là quand même une grande inquiétude. On arrive donc à la situation suivante, c'est que sont mécontents, lorsqu'on arrive à la date de 1870, les ouvriers agricoles, je vais vous expliquer toutes les raisons, sont mécontents, les petits bourgeois de Bourg, comme à Saint-Plus, comme au Marais, à la Rivière-Pilote. Pourquoi je cite ces trois communes, je vous dirai tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'elles. Mais enfin, ces trois communes, c'est le centre de l'insurrection du Sud. Et puis, sont mécontents aussi, dans les campagnes, les petits paysans qui ont voulu s'installer, mais qui n'arrivent pas à vendre leurs produits, qui font que des vivres, parce qu'on ne leur donne pas l'autorisation de faire de la production de la canne à sucre, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir organiser l'exportation de ces produits. Il y a donc un mécontentement de ces trois. Alors pourquoi on arrive à l'insurrection? On arrive à l'insurrection parce qu'en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un élément sur lequel je ne vais pas m'étendre longtemps, sauf tout à l'heure dans le débat, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle l'affaire Lupin. Lupin, c'est un ancien libre de couleur, un jeune mulâtre, qui est du Marais. Le Marais, c'est à côté, ce sont des communes d'à côté, qui est du Marais, qui a obtenu bien difficilement une adjudication. Et l'adjudication qu'il a obtenue, on lui a demandé du bourg du Marais de refaire le chemin qui, à côté d'une usine qu'on est en train de construire. L'usine du Marais, alors vous la connaissez, elle est là à l'entrée. Cette usine du Marais doit faire les caniveaux. Et pendant qu'il est en train de faire ce canal, il y a un personnage qui passe, un blanc qui passe, et qui estime qu'il ne bouge pas assez vite, parce que normalement, lorsque un personnage de l'importance de ce monsieur passe, les gens doivent normalement se retirer. Alors comme il trouve que le personnage ne se déplace pas assez vite, il sort sa cravache et il le frappe. Il le frappe, l'autre est blessé, mais dans son honneur, dans sa chair aussi, il porte plainte auprès du gouverneur, pour dire, et puis auprès du procureur, pour dire qu'il a été frappé. Et celui qui l'a frappé, lui aussi porte plainte, il dit, mais on m'a attaqué. Donc, que dit la justice? La justice dit, bon, mais il y a deux éléments contradictoires. Je ne sais pas, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Donc, la justice ne donne pas, ne répond pas. Ça se passe donc en février 1870. Alors, la famille proteste, lui-même proteste, etc. Alors,
voyant que ça ne va pas, il décide, il dit qu'il va se venger. Alors l'homme se cache, naturellement. Alors ce qu'il fait, il s'habille, se déguise comme une femme, il met une robe, etc. Et au mois d'avril, 2 mois après, lorsque le gars passe à cheval, il le jette et il lui donne une bonne volée de coups de poing. Et il l'abîme quand même suffisamment. Et tout de suite, il est arrêté et il est condamné au mois de mai à 5 ans de prison. Et les 5 ans de prison font qu'il est condamné pour aller au bain. Il est condamné au bain dans un jury. Et les gens du jury sont tous des blancs. Et en particulier, il y a le propriétaire de l'usine Lamoni qui s'appelle Léo Codet. Et Léo Codet dit, mais c'est tout à fait normal. Un noir n'a pas le droit de toucher à un blanc. Et moi, je ne peux pas accepter ça. D'autant plus que Léo Codet racontait partout que, de toute façon, la situation s'était dégradée à la Martinique depuis qu'on avait aboli l'esclavage et qu'il fallait de toute façon rétablir l'esclavage de manière à remettre les choses comme elles étaient auparavant. Donc ça, c'est le premier élément. Alors là, il y a une mobilisation de la population et des femmes en particulier. Les femmes du Marais, du marché du Marais, les femmes de Rivière-Pilote, parce que côté de Rivière-Pilote, et les femmes de Saint-Luce se réunissent et décident de faire une pétition pour pouvoir payer le procès en appel de Lubin. Sauf que la pétition, elle est interdite. Bien entendu, ça se fait de manière clandestine. Mais on a suffisamment d'argent pour qu'au mois d'août, au moment du procès, eh bien, à la stupéfaction générale, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont arrivées à Fort-de-France au palais de justice. Là, on se trouve aujourd'hui ce qu'on appelle le centre Camille d'Arcière. C'était ça le palais de justice à l'époque, jusqu'à récemment, jusqu'à encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'était là le palais de justice. Et alors, ces gens sont partis du sud, sont remontés jusqu'à Petit-Bourg, et le Petit-Bourg, ils ont pris ce qu'on appelle le Yak. Le Yak, c'est le bateau qui partait du bourg de Petit-Bourg et qui remontait le canal de Gélipa et qui traversait la baie pour arriver sur Fort-de-France. Et ces centaines de gens sont là. Et naturellement, le tribunal, à nouveau, confirme que Lubin est condamné. Or, il se passe une situation en France, au moment où il y a le renversement de Napoléon III, la France est occupée par les Prussiens, qui créent d'ailleurs ce qu'on appelle l'Allemagne, et la France occupée par les Prussiens, eh bien, à ce moment, on proclame la République. Apprenant que la République existe en France, ici, les gens se disent, mais c'était au moment de la République de 1848 que nous avons obtenu l'abolition de l'esclavage. Eh bien, c'est le moment de régler les comptes. C'est le moment de régler les comptes à tous ces gens qui nous embêtent et à ce coder en particulier. Et donc, d'ailleurs, les dates sont les mêmes cette année que l'année 1870, exactement. Le jeudi 22 septembre, et cette année, le 22 septembre, ça va être un jeudi, le jeudi 22 septembre, il y a l'insurrection qui commence à Rivière-Pilote. Alors on voit apparaître Lumina Sophie. On voit apparaître Lumina Sophie dès le jeudi 22 septembre, Lumina Sophie de l'ouvrière agricole. On voit apparaître aussi un homme qui habite Rivière-Pilote. Et cet homme, il s'appelle Telga, Louis Telga. Alors Telga, c'est quelqu'un qui a été émancipé en 1847, avant l'abolition de l'esclavage. Il a été émancipé par un métier qui s'appelait Galette, et on a transformé son nom de Galette. On a fait Telga. Son nom a donné le nom Telga. Et lui Telga, c'est un artisan boucher, c'est un commerçant qui circule entre Saint-Luce, Rivière-Pilote, Marais
et qui connaît très très bien cela, et qui va prendre, et qui circule à cheval, et qui décide de lever ce qu'on appelle une armée. Et dans son armée, il y a des gens qui le suivent avec des pics, etc. Et puis un troisième personnage, qui lui aussi est né à Saint-Plus, mais qui habite à ce moment, il est âgé, mais à ce moment il a 60 ans. C'est déjà un vieillard à 60 ans à l'époque. Quand on a 60 ans, on est un vieillard. Il habite la Régale, le quartier de Régale, l'immense quartier de Régale. Et à ce moment, vous avez la liaison de trois personnes qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire trois personnes qui représentent trois catégories d'insurgés. Elle, surprise, qui représente les ouvriers agricoles, les couturiers, etc. Tel gars qui représente cette petite bourgeoisie des campagnes, etc. Et enfin, lui, laquelle qu'un propriétaire terrien et qui va décider d'organiser la récolte. Eh bien, ces trois-là, il n'y a pas que, mais ces trois-là vont avoir un rôle dynamique dans toute cette insurrection. Et je suis obligé d'aller beaucoup plus vite, on va en parler un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que Lumina Sophie, eh bien, pendant les 5 jours de l'insurrection, c'est-à-dire de jeudi 22 au lundi 26, j'ai un peu calculé tout ce qu'on raconte, tous les quartiers où on est allé à pied. J'ai calculé là, sur ces 5 jours, elle a fait à peu près 110 km à pied. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire, parce qu'on la retrouve au bout de Rivière, on la retrouve à la Monie, on la retrouve au Mont-de-Vent, on la retrouve de l'autre côté à Fouguinville, on la retrouve après retournant chez ses parents. On la retrouve revenant au bout de Rivière-Pilote et on la retrouve sur les différentes habitations qui ont brûlé dans tout le quartier pendant les incendies, c'est-à-dire tous les témoignages qui indiquent tous les coins où elle était. C'est vous dire le dynamisme qu'elle a. Et il n'y a pas qu'elle, il y a Maria Bouchon, il y a toute une série d'autres femmes. Voilà pourquoi je voulais parler. Bon, mais je suis obligé d'aller un peu plus vite parce que si on parle, je pourrais parler jusqu'à demain matin, mais c'est pas normal, c'est pas bien. Ce que je voulais dire, je pense que ce personnage, il est important que nous le connaissions, il est important que nous connaissions son histoire. On n'en a pas parlé pendant longtemps. Il y a des gens qui protestent. Moi, quelquefois, ça m'embête de les voir protester. Ils disent qu'il y a une grande tour inutile. Elle est peut-être inutile. Mais il y a une grande tour auquel on a donné le nom de Lumina. Je crois que ce sont des lycéens qui avaient donné ce nom. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, au moins le fait d'avoir donné le nom. Moi, je ne sais pas pour l'utilité ou pas de la tour. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait d'avoir donné ce nom et d'avoir un lieu qui symbolise la puissance d'une femme qui a marqué l'histoire, qui a marqué la plus importante révolution qui a eu lieu à la Martinique. Et plus importante, et je vais conclure pourquoi, parce que c'est après cette insurrection qu'en 2 ans, on a construit dans toute la Martinique, dans les 20 communes, parce qu'à l'époque il y avait 20 communes, on a construit dans toute la Martinique, dans les 20 communes, une école primaire de garçons et une école primaire de filles gratuite. Et cela en 1870, 71, et en 1871, 70 et 73, et cela 10 ans avant la loi Jules Ferry en France, et de 1881. La loi Jules Ferry en France est de 1881. Mais en Martinique, ça s'est fait. C'est là aussi l'époque où on a supprimé l'impôt personnel. C'est l'époque où on a interdit à la Martinique de continuer l'immigration de travailleurs étrangers. C'est l'époque où on a supprimé aussi l'envoi en Guyane d'un certain nombre de personnes pour motifs simplement politiques. Et par conséquent, il y a eu des éléments extrêmement importants et on a rétabli bien entendu le suffrage universel masculin, parce que c'est après qu'il y aura le suffrage universel pour les femmes. Et par conséquent, pour moi, cette insurrection et un personnage comme Lumina Sophie, c'est quelque chose que nous devons connaître.
Mais enfin, je vous conseille d'acheter le petit livre-là de ce monsieur qui a écrit cela. Ça peut être intéressant. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Merci. Donc, nous allons donner la parole à Caroline qui va nous parler d'une autre rebelle, une autre femme voilà, qui mérite d'être connue, Flore Gaïa. Je suis pas un historien, je suis journaliste. Et pour parler de Flore Gaïa, cette femme révolutionnaire de Sainte-Lucie, je me suis référée au chercheur Sainte-Lucie. D'accord? Donc, je vais d'abord vous passer un petit reportage que j'ai diffusé il y a quelques années de cela, où on voit l'un de ces historiens qui a été créé pour restituer, pour nous parler de Flore Gaïa, pour faire vivre cette femme, quand on connaît uniquement par les récits oraux, parce qu'il reste il reste presque rien du tout en écrit. Sainte-Lucie, c'était un pays qui était dans la Révolution, donc beaucoup de récits ont été brûlés, et ce qu'on connaît d'elle, c'est vraiment par les récits oraux dans les communes où elle a vécu, où elle a fondé les camps, parce que c'était un grand combattant contre les forces britanniques. Donc d'abord, je vais vous montrer juste un petit truc, et le personnage qu'on voit là-dedans, qui intervient, c'est un grand historien de Sainte-Lucie, c'est M. Gregor Williams, qui aurait dû être vraiment là à la place, parce qu'il est un peu l'homme de M. Pablo, mais on aurait été là jusqu'à la semaine prochaine s'il était venu. Donc on va juste regarder ça, ça va mettre en contexte un petit peu la période et l'époque dont je vais évoquer dans un petit discours que j'ai préparé. C'était l'appel à la bataille pour les nègres marrons de Sainte-Lucie. La ville de la Soufrière, l'ancienne capitale de l'île surnommée La Convention, était au centre de la Révolution. Une révolution conduite par Victor Hugues et Louis Delgrès de la Guadeloupe. Une révolution qui apportait le message de la liberté. Après la Guadeloupe, Sainte-Lucie était l'île qui était plus importante. Parce que pendant les 9 ans de la Révolution dans cette île, Sainte-Lucie reste révolutionnaire tout le temps. C'était la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Marie-Caroline. Mais de Sainte-Lucie, on avait envoyé des troupes à la Martinique, à Saint-Vincent et la Guyane, les îles anglaises, pour s'aimer la révolution. Grâce à la Révolution française, l'esclavage a été aboli à Sainte-Lucie en 1795. Mais les forces britanniques voulaient reprendre l'île à tout prix. Les batailles entre les Anglais et l'armée française des bois, dont les soldats étaient des nègres marrons et des révolutionnaires, furent terribles. Pendant 4 ans, la guerre secouait tous les coins de l'île. Pour la première fois, les anciens esclaves contrôlaient le pays. Nous
avons chassé les Britanniques. Les nègres marrons se réunissaient avec les soldats français. Les Britanniques sont revenus à l'attaque. Ici même, nous avons défendu l'île. Les gens comme Pelage et Grèce ont combattu ici. Après la victoire des Britanniques, on a eu une guerre de type guérilla qui a duré 18 mois. Toute l'île était en guerre. Ce n'était pas seulement entre les troupes françaises et britanniques. Les traces de cette époque, lorsque les Marrons étaient maîtres de Sainte-Lucie, existent toujours. Enfouis dans la nature, ce type de caverne abritait les rebelles. Mais avec le financement des révolutionnaires, ils ont pu construire les forteresses et les prisons, dont les ruines sont toujours visibles, comme ici, à Fondou, une plantation de cacao à Soufrière. Ces cellules étaient utilisées par les esclaves pour incarcérer les soldats de tension. Ça change les choses un peu. Mais la révolution n'a pas duré. En 1802, les Britanniques qui contrôlaient la Martinique et qui ont maintenu la traite sur cette île pendant la période révolutionnaire ont repris Sainte-Lucie et rétabli l'esclavage. Il a fallu attendre encore 30 ans pour que l'abolition soit enfin définitive. Donc, c'était quelque chose, je me suis toujours intéressée à cette époque, à cette partie de l'histoire de Sainte-Lucie et de la Caraïbe, parce qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire de l'île. Et pour m'intéresser, il faut que je dise les sources. Il y a M. Williams, Gregor Williams, c'est un historien de taille avec qui je travaille depuis 17 ans. Il a toujours essayé de raconter l'histoire du point de vue des esclaves et de leur lutte continuelle pour la liberté. Et c'est lui qui a commencé la recherche sur la vie de Flore Boisgaillard et d'une autre femme sainte-lucienne qui s'appelle Rose Turtle. Elle était la femme de Louis Delgrès, le commandant des résistants de la Guadeloupe. Ça, c'est une histoire qu'on n'a même pas encore racontée. Michael Overton, un autre écrivain de Sainte-Lucie, a publié les premiers extraits de son livre Les Marrons dans une publication sainte-lucienne. Et un tout jeune historien qui s'appelle Krume Lucien, qui aujourd'hui approfondit le travail des chercheurs de la Caraïbe afin de donner un peu d'équilibre dans les textes plutôt eurocentriques qui ont toujours dominé l'histoire de la Caraïbe. J'ai également consulté les écrits de l'historien Claude Ribe, un Français, qui essaie lui-même de mieux connaître l'histoire de la résistance de la Caraïbe et qui parle de Flore Boisgaillard. Il y a aussi un livre qui s'appelle The History of St. Lucia, écrit par une femme qui s'appelle Jolene Harrison, un journaliste Guy Alice et un certain Robert DeVoe, qui était peut-être l'un des premiers historiens de Sainte-Lucie, mais qui était le premier béquet. Sa famille était le premier béquet et propriétaire des terres à Soufrière. Mais le livre, j'ai un problème avec le livre parce que ça reprend le terme brigand pour parler des nègres marrons. Donc les historiens britanniques utilisaient le terme brigand pour parler des rebelles et des nègres marrons parce qu'ils estimaient que c'était des bandits qui brûlaient les plantations et qui voulaient en finir avec l'esclavage. Et bien sûr, ils étaient contre. Pour ma part, personnellement, cette histoire m'a toujours fascinée. J'ai passé toute mon enfance à Sainte-Lucie, mais à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont envoyé dans un pensionnat en Angleterre. Et dans les livres d'histoire britannique, on apprend qu'un certain William Wilberforce, il est l'équivalent britannique du français Victor Schœlcher. C'était lui qui avait œuvré pour l'abolition. Et c'était seulement quand je suis revenue à Sainte-Lucie, à l'âge adulte, que j'ai commencé à lire des auteurs comme Eric Williams, C.L.R. James, deux historiens de Trinidad, qui ont toujours donné l'histoire de la Caraïbe, qui ont commencé à donner l'histoire de la Caraïbe du point de vue des Caribéens. Et j'ai compris que ce n'était pas forcément les Britanniques qui ont donné les esclaves leur liberté. Qu'à Sainte-Lucie, les esclaves l'ont pris. Et ça m'a plu, parce que je n'aime pas les injustices et je n'aime pas les atrocités de l'humanité. Malheureusement, l'histoire de cette région est fondée sur des pires injustices. La génocide des premiers habitants et l'esclavage et le colonialisme. Et ces crimes affectent encore la population de la Caraïbe. C'est pour cela que les histoires de résistance contre les injustices sont libératrices. J'ai fait des reportages à la Jamaïque pour parler des Maroons. Ça, c'est des images de quelque chose que j'ai fait. Et une guerrière mythique qui s'appelle Nani, qui peut-être,
la femme veut évoquer l'un de ses jours. Elle est héros national de son pays, la Jamaïque. Je me suis rendue à Barbade pour parler de Bassa, le leader de l'unique rébellion des esclaves. Lui aussi est héros dans son pays. Et j'ai fait des reportages sur les Garifuna, les Caraïbes noirs de Saint-Vincent et des Grenadines. Ces métissements ont combattu les colons esclavages. Et quand leur leader châtelier, qui est héros national de Saint-Vincent, a été tué, son peuple a été expulsé vers l'Amérique centrale. Et je me suis rendue à Belize pour les rencontrer. Et les Garifuna parlent encore amérindien, et dans leurs chansons, ils évoquent Saint-Vincent et un retour éventuel au pays natal. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que l'histoire est vivante et qu'on vit toujours avec les actions du passé. Donc, je voudrais donner le contexte de l'époque à Sainte-Lucie, le contexte dans lequel Flore Bois-Gaillard a vécu, sachant qu'on ne connaît pas grand-chose de cette femme. La vie des planteurs à Sainte-Lucie n'a jamais été tranquille. Des puissances coloniales françaises et anglaises se sont beaucoup battues pour le contrôle de cette île, car elle est située stratégiquement au milieu de l'archipel des Antilles. Sainte-Lucie possède des ports calmes, profonds et bien protégés. Et la marine britannique avait même baptisé l'île Station Rod Malfida Carimis, j'espère que vous n'entendez pas trop terrible, ou ça veut dire un abri pour les navires. Et le premier nom français pour la capitale, Castries, était le carénage. Sainte-Lucie a changé 14 fois entre français et anglais, parfois dans l'espace de seulement 6 mois. Et cette instabilité n'était pas propice au développement d'une société agricole. Beaucoup de colons étaient hésitants par rapport à Sainte-Lucie parce que c'était difficile de faire de l'argent dans un tel climat. Selon l'historien Gregor Williams, entre 1764 et 1788, la population de Sainte-Lucie était près de 21 000 personnes, dont 17 000 étaient esclaves. La plupart de ces esclaves sont nés en Afrique, donc ils avaient déjà connu leur liberté. Selon le récit de la fondation de la Soufrière, le 1er janvier 1791, les esclaves sur la plantation d'un certain monsieur Viet de la Soufrière se sont rassemblés devant la maison du maire. Ils demandaient leur liberté. Le planteur appelait les milices et les hommes qui auraient mêlé le rassemblement. Et ils ont été capturés et jugés. Les femmes de cette plantation ont déclaré qu'elles continueront les manifestations jusqu'à la libération des hommes, mais c'était pour rien. Les hommes ont été ligotés, jetés par terre et décapités en public. Leurs têtes étaient empalées sur les pointes en bois dans les lieux publics. Après ces événements, les esclaves ont refusé de travailler. Ils étaient nombreux déjà à commencer à abandonner les plantations. L'occasion de se venger et se libérer se présentait 4 ans plus tard, en 1795. Victor Hugues, le révolutionnaire français nommé commissaire de Guadeloupe par Robespierre, a envoyé un certain Jean-Joseph Lambert à Sainte-Lucie. Lambert, un homme de couleur et originaire de Sainte-Lucie, a décrété l'abolition et déclaré la guerre aux ennemis de la Révolution. Il a amené le drapeau révolutionnaire avec lui, sur lequel figuraient 3 visages, un blanc, un noir et un mulâtre. De la Guadeloupe, Hugues expédiait les armes, les munitions et la nourriture à Sainte-Lucie. L'armée française dans les bois, composée d'esclaves, pauvres blancs et les hommes de couleur libre, était donc créée. Sa mission, chasser les Britanniques et les monarchistes français de l'île. Dans ses rangs, il y avait également des hommes déportés de la Martinique à cause de leurs pensées révolutionnaires, des patriotes comme Sabatier, un homme et un soldat et ingénieur, et une certaine personne qui s'appelle Gex ou Gex, je ne sais pas. La Révolution française est arrivée et les planteurs ont fui l'île pour aller se réfugier ici en Martinique. Cette période de bouleversement a commencé à souffrir la première capitale de l'île et a mis fin à la domination des planteurs esclavagistes. En 1795, Victor Hugues nomme Goëron le nouveau commissaire de Sainte-Lucie. Il arrive avec 600 soldats. Ils ont rejoint les 250 républicains sur place et 300 noirs armés de pointes de bois, pointes en bois ou des armes saisies des Britanniques. Pour attirer de nouveaux recrues dans l'armée française dans les bois, Goëron donne le rang de caporal à tous ceux qui amènent 10 personnes dans l'armée. Formée par les révolutionnaires, l'armée française dans les bois est devenue une force formidable
de près de 6 000 soldats. Certains d'entre eux ont été envoyés à Saint-Vincent et à Grenade pour se battre contre les Britanniques. La Soufrière devient alors le quartier général des patriotes de la partie révolutionnaire. Les Britanniques basés encore à Castries ont débarqué plus d'un millier de soldats à Vieux-Fort dans le sud de l'île. Ils se sont dirigés vers la Soufrière. Et le 22 avril 1795, ils ont attaqué les forces révolutionnaires entre Fondou et Rabot, deux plantations situées au sud du centre-ville de la Soufrière. Les Britanniques ont été vaincus. L'armée française dans les bois a donné une raclée aux forces britanniques. La bataille de Rabot, l'un des plus importants de l'histoire de Sainte-Lucie, aurait duré 8 heures. Selon les récits, les corps des Britanniques ont été jetés dans la mare de Rabot, mais jusqu'ici, personne n'a eu le courage de vider la mare pour vérifier. Flore Bois-Gaillard, une esclave brûlatrice, était chef d'une brigade de Nègres-Marrons qui a combattu contre les Britanniques à la bataille de Rabot. L'historien Claude Reeve affirme que Flore Bois-Gaillard avait tué un dénommé Bella, son ancien maître, parce qu'il l'avait violé. Elle avait établi sa base à Soufrière dans un lieu appelé Fond Jean Libre, situé à l'abri de Croupite, un lieu difficile d'accéder il y a 300 ans. Elle commandait ce camp et les habitants. Elle était militante du parti révolutionnaire. Selon l'historien Saint-Lucien, Lucien, le piton Flore, qui est situé dans le centre de Sainte-Lucie, porte le nom de Flore Bois-Gaillard. Après la bataille de Rabot, les plantations de Sainte-Lucie ont été mises à sac et les Blancs attaqués. Au total, 7 des 11 villes et villages ont été détruites. Seuls Castries, Soufrière et Grosilay ont été épargnés. Le 19 juin 1795, les forces britanniques quittent Sainte-Lucie pour se replier à la Martinique, devenue fief britannique et fidèle à la monarchie. Avec eux, les planteurs esclavagistes. Quand les hommes de l'armée française dans les bois ont pris la forteresse à Montfortune, située sur les hauteurs de Castries, ils ont trouvé que des femmes, des enfants et des hommes blessés. Les Britanniques les avaient abandonnés. Selon Michael Overton, auteur Sainte-Lucie du livre Nègres-Marrons, les Nègres-Marrons sont partis pour la Martinique avec les femmes, les enfants et les blessés à bord. Et flottant en pavillon de trèfle, ils ont déposé tout ce petit monde pour qu'ils puissent être réunis avec leur famille. À Sainte-Lucie, l'abolition de l'esclavage a duré près de 11 mois. Goëron, le commissaire révolutionnaire, a organisé le procès de plusieurs planteurs restés sur l'île. 2 d'entre eux, un certain Auguste Jean de Sauzet et Gilles de Chaumont, ont été guillotinés sur la place publique de la Soufrière. Sainte-Lucie est rebaptisée La Fidèle. Laborie, une ville nommée pour un aristocrate français, est devenue La Patriote. Grosilay, La Révolution, et Dennery, nommé pour un comte français, Le Républicain. La Soufrière devient désormais La Convention et Castries, Félicité-Ville. Tout ça, ce sont des noms révolutionnaires. Mais les Britanniques étaient de retour en 1796. Après un mois de bataille féroce, l'armée française dans les bois finalement s'est rendue à Montfortune à Castries. Le Britannique Brigadier General Moore a exprimé son étonnement que cette forteresse a été si bien défendue et que les soldats étaient en majorité les Noirs. Les anciens esclaves devenus soldats étaient encouragés de retourner sur les plantations, mais c'était hors question pour eux de se soumettre à l'esclavage. Brigadier General Moore pensait qu'il fallait employer des méthodes de bon management, de bon traitement et de gentillesse afin de convaincre les Nègres-Marrons de redevenir esclaves. Brigadier General John Moore respectait le courage des rebelles. Il a écrit « Leur fidélité à leur cause est importante. Ils meurent dans l'indifférence. Un homme qui a nié son appartenance aux Nègres-Marrons a crié « Vive la République !» avant d'être fusillé. Les membres de l'armée française dans les bois sont partis vivre dans l'intérieur du pays où ils ont continué la guerre contre les Britanniques. En 1797, l'armée française dans les bois, dont les hommes étaient complètement épuisés, s'est enfin rendue aux Britanniques, un certain Colonel Drummond.
Les conditions de leur capitulation étaient les suivantes. Comme ils ont porté les armes et ils ont connu une longue période de liberté, ils ne pouvaient pas donc retourner en esclavage. Les Britanniques voulaient s'en débarrasser. Ils ne voulaient pas que des ennemis si bien formés restent sur l'île. Ils ont fait un régiment avec eux et les ont envoyés sur la côte d'Afrique. Le bataillon est devenu le 12e West India Regiment, le 12e régiment des West Indies. Quant à Flore Bois-Gaillard, l'historien Gregor Williams a découvert qu'elle a été particulièrement active en aidant des jeunes hommes à fuir les plantations pour qu'ils puissent intégrer les rangs des rebelles. L'un d'entre eux, malheureusement, l'a trahi. Flore, qui était activement recherché par les Britanniques, a été capturé et brûlé à mort. À la fin du XVIIIe siècle, Sainte-Lucie était à nouveau sous contrôle britannique et l'esclavage a été rétabli. Les historiens européens n'ont jamais utilisé le terme de nègre-marron ou de rebelle dans leurs livres. Les Européens parlent seulement de brigands, des bandits qui ont brûlé les plantations et massacré les Blancs. Ce mot péjoratif est encore employé par quelques historiens modernes de la Caraïbe, mais une nouvelle génération tente de donner une voix à ceux qui ont subi l'esclavage et qui ont lutté sans cesse pour se libérer. On commence à peine à découvrir les femmes extraordinaires de l'époque comme Flore Bois-Gaillard et de son compatriote Rose Toto, la Sainte-Lucienne qui a épousé le commandant Louis Delgrès, chef de la résistance en Guadeloupe. Rose Toto a été exécutée par les forces monarchistes de la France. Pour ma part, j'ai hâte de lire l'histoire de ces femmes. Cette année, en Grande-Bretagne, les archives concernant les 400 années de la traite ont été placées dans la domaine public. Et aujourd'hui, les chercheurs ont libre accès à des milliers de documents. Peut-être l'histoire de Flore Bois-Gaillard et de Rose Toto illustre. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, donc Gilbert et Caroline nous ont raconté l'histoire de deux femmes extraordinaires dans des époques difficiles. Donc, je lance le débat. Si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment. Donc, après le débat, je dis ça pour qu'il se prépare, Laurent, qui a une part active aussi dans ce travail de ce soir. Tu vas un peu nous présenter voilà, ce que tu as mis sur ta clé là, c'est pas voir que ça va pas défiler comme ça. Donc, après, c'est ça, tu vas donner la parole. Ok? Merci. N'hésitez pas. Poser la question quand tu parlais. Les camps, je ne sais pas comment tu as appelé ça, les camps de remplacement de femmes à la fin. Qu'est-ce qu'on faisait, comment étaient redressées les femmes dans ces ateliers. Ah oui, la deuxième question, c'est le code dont tu parlais, qui faisait 82 pages, qui a été arrêté de la loi. Jusqu'à quand il a connu? Oui. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Vous m'entendez? Ah bon? Il y a des gens qui veulent. Oui. Vous entendez? Oui, alors la première question, les ateliers de discipline, comme le nom l'indique, eh bien, les gens étaient mis là, c'est en fait du travail forcé qu'on faisait là. Et par conséquent, pendant plusieurs mois, on les obligeait à faire un certain nombre de travaux pour la colonie et de manière à purger leur peine. C'était du travail forcé, des ateliers de discipline. Et on a mis ça en pleine campagne, et pour les hommes et pour les femmes. Et puis l'arrêté de l'amiral de Guédon, il va exister jusqu'en 1870, au moment où, après l'insurrection, tout ça disparaît.
Il faut s'imaginer ce que ça peut. C'est en fait une espèce de bagne, hein, ça existait en France à l'époque aussi. Et donc, ce bagne, je ne sais pas peut-être quoi, mais vous savez, en général, lorsque les gens passent en prison, dans des moments extrêmement durs, soit ils ne sont pas valorisés, quelquefois ils recommencent. Et c'est pire. Mais là, en plus, c'était une attaque sociale. C'était une attaque contre les travailleurs. Oui, bonsoir. Alors, François, de vos deux interventions très riches et très enrichissantes, finalement, les histoires de ces insurgés, en quelque part, et tout ce que ces personnages représentent. Est-ce que les enseignants sont libres quand même de parler de l'histoire de la Martinique, de l'histoire de Saint-Lucie, véritablement, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce que ces histoires, à partir des différentes transmissions qui me semblent vitales et importantes, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que les choses ont véritablement changé dans le monde d'aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut se baser sur ces représentations féminines pour essayer de construire un pays, pour essayer de partager des choses, pour aller vers un idéal, pour aller. Je vous demande pas une intervention philosophique véritablement, qu'est-ce que nous pouvons construire, qu'est-ce que nous pouvons transmettre véritablement pour construire un pays dans des aspirations particulièrement nouvelles. Oui, je ne voulais pas qu'on pose des questions qu'à moi, il y a Caroline aussi. Moi, je pense qu'il faut d'abord écrire les histoires. Je pense qu'il n'y a pas assez de recherche. Et je ne vais pas parler pour la Martinique, parce que je pense que Gilbert est beaucoup plus qualifié que moi pour parler de la Martinique. Mais à Saint-Lucie, les chercheurs, les historiens, la directrice des archives nationales de Saint-Lucie souffrent d'un manque de moyens. Parce que pour aller la chercher tous ces morceaux d'histoire, toutes ces feuilles de papier, toutes ces registres, j'ai entendu Gilbert qui disait qu'il est allé en Guyane, il a bouffouillé dans une pièce, parce que c'est ça le travail de l'historien. Ça coûte horriblement cher. Et le budget à Saint-Lucie, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que pour aller faire 3 semaines à Bordeaux, ou à Londres, ou à Floride, ou là où se trouvent les papiers, il faut être hébergé, il faut avoir le temps. Parfois, c'est fait une photocopie payant. Donc, d'abord, l'important, c'est d'aller faire ces recherches, aller fouiller dans ces archives britanniques qui viennent d'être mis dans le domaine public. Parce qu'à la fois, la Martinique, tout est mentionné, tout est là-dedans. Donc, les moyens qui sont très rares doivent être donnés, accordés aux historiens pour pouvoir enfin écrire cette histoire. Je pense que ça, c'est la première chose. Je sais que dans les pays indépendants de la Caraïbe, cette histoire est aujourd'hui enseignée. Les historiens comme Eric Williams, Sierra James et tous les autres, on en parle ouvertement de ce qu'ils ont enseigné. Dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, ils sont étudiés. Je sais pour ma part, je ne suis pas martiniquaise, je viens de Saint-Lucie, que ce n'est pas le cas ici. Quand je parle au collège, prof d'histoire du collège de mon fils, et je dis, mais qu'est-ce qu'il va apprendre de l'histoire de chez lui là? Il y a très peu. Il y a très peu. Donc, je pense que tout est à faire ici. Hein. Tant que les livres de M. Pagot ne sont pas admis sur les programmes scolaires du collège, pas simplement en Martinique, mais en France, dans tout le pays, c'est-à-dire qu'il y a encore un long chemin à faire pour que les gens puissent vraiment découvrir d'autres aspects de l'histoire qui n'ont jamais été vraiment écrits. D'accord? Parce que ça ne s'applique pas simplement à la Martinique, c'est vraiment une histoire universelle, l'histoire de la lutte. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et franchement, ça mérite d'être dit, ça mérite d'être enseigné. Pour moi, j'ai trouvé que, personnellement, en tant que femme, quelqu'un qui ouvre la vie d'apprendre un certain nombre de choses, je trouve que ce que ces femmes ont fait, c'était formidable, quoi. C'était, on y va, et si on meurt en faisant ça, on y va quand même. On y va quand même parce qu'on n'a pas de choix. Donc, je trouve que c'est un message très fort pour tout le monde, pas simplement pour les enfants, mais maintenant, il faut absolument que ça soit diffusé, pas simplement un salle de personnes un peu nombreux,
mais qui s'intéressent. Parce que quand je suis revenue de l'école en Angleterre, j'ai dû vraiment aller chercher moi-même, chercher les papiers, chercher les livres, voir qui a écrit, parler avec les gens. Mais bon, ça c'est parce que je suis journaliste que je le ferai. Mais il faut que ça soit présent et disponible pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je reviens sur la question, parce qu'il a posé la question. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne nous interdit pas l'histoire. Il faut que nous ayons bien ça en tête. Ça ne nous est pas interdit. Le problème, c'est que nous ne la connaissons pas, donc nous ne pouvons pas l'expliquer. C'est ça tout le problème. Donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire ce que quelqu'un comme Caroline a fait. Elle est journaliste. Personne ne l'avait obligé à aller chercher l'histoire de Caraïbes. Mais elle l'a fait. Elle a fait des émissions. Elle s'est impliquée. Et il faut faire comme les artistes. Il y a un artiste ici qui a fait des